123, 123. זה ראיון מוקלט עם גברת לאה קוך, שם המלחמה רנה, בתל אביב, ב-19 במאי 1966, בנושא עבודה במחתרת להצלת ילדים בבלגיה בזמן המלחמה. השיחה תתנהל בצרפתית. 123, 123. Madame Koch est en visite ici de Belgique. Elle a bien voulu nous donner une interview sur son travail au sauvetage d'enfants à Bruxelles pendant la guerre. S'il vous plaît, madame. Je suis née en 1903 à Lodz, Pologne. En 1906, lors des programmes tsaristes, mes parents arrivèrent en Belgique, à Bruxelles, avec mon frère âgé de 1 an et moi-même âgé de 3 ans. J'ai terminé mes études scolaires à Bruxelles. En 1926, à la mort de mon père, j'ai cherché un emploi et suis entrée comme secrétaire à l'œuvre centrale israélite de secours Ezra, dont le président était M. Jules Philipson. En 1928, je me suis mariée avec un jeune homme venant de Galicie, Pologne. Permettez un instant. Est-ce que vous aviez fait des études d'assistante sociale? Non. Non. Secrétaire. Vous avez travaillé comme secrétaire. J'étais secrétaire. Oui. Je suis entrée comme secrétaire dans cette œuvre. En 1940, lors de l'invasion allemande en Belgique, nous sommes arrivés à pied avec mon fils, alors âgé de 7 ans, jusqu'à Boulogne-sur-Mer en France. La France également envahie, nous sommes rentrés à Bruxelles. À notre retour, l'O6 Ezra me proposa, ainsi que pour mon mari, un document avec photo afin de ne pas être importunés comme juifs par les Allemands. Nous avons refusé, ne voulant pas être couverts par les nazis. Je n'ai pas compris. Qui est-ce qui vous a offert ça? L'O6 Ezra. Ah, l'O6, oui. Ezra, c'est ça. Ne voulant pas être couverts par les Allemands, ce qui, entre parenthèses, était une utopie. Je n'ai pas très bien compris. Qui s'occupait de la continuation de l'Ezra donc après l'occupation? Après l'occupation, pendant l'occupation, cette œuvre a encore fonctionné. Oui. Elle s'est occupée au début de donner à des juifs qui étaient convoqués pour un travail soi-disant obligatoire en France des couvertures, de l'alimentation. Et alors je me suis occupée là-bas également bénévolement. Je suis allée aider dans cette œuvre. Est-ce que c'était les mêmes gens qui le dirigeaient comme avant ou bien est-ce que c'était... C'était encore une œuvre de secours à ce moment-là. Ils ont continué, mais pendant la guerre, c'était terminé. Quand il y a eu plus tard, quand... Et à la période avant la guerre, c'était surtout de l'aide aux réfugiés de l'aide aux réfugiés, de l'aide aux familles nécessiteuses en Belgique. Des repas. Je demande parce que je me rappelle vaguement qu'il s'agissait de juifs allemands qui se sont occupés de ça. Non, c'était vraiment un groupement de juifs belges qui se trouvaient déjà longtemps en Belgique et qui avaient constitué cette œuvre qui existait depuis des années. Et là-bas, on donnait donc, à certains moments, il y avait une forte émigration, on donnait des tickets de chemin de fer, on donnait des soins médicaux, il y avait une consultation de nourrissons dans le bâtiment pour les enfants de Bruxelles. C'était une œuvre assez importante. Et une œuvre de la communauté de Bruxelles? Œuvre de la communauté de Bruxelles. Ils étaient donc les juifs croyants, s'étaient fusionnés avec les juifs de la synagogue rue de la Régence. Ils avaient fusionné et formé une seule œuvre. Est-ce que c'est ce qui, après la guerre, est devenu la centrale? La centrale, c'est ça. C'est la continuation de l'O6, c'est ça. En 1941, je suis mise en rapport avec quelques femmes juives de l'œuvre Solidarité juive, qui s'occupaient. Quel mouvement? C'est vraiment au point de vue social, tout à fait, pour aider. Je vous expliquerai ici ce qu'ils ont fait quand j'ai été contactée. Donc. Et cette œuvre Solidarité juive, à ce moment, s'occupait des enfants juifs. Nous organisions dans des demeures privées, chez l'une et l'autre, des fêtes enfantines clandestines. Les nazis interdisaient les réunions et les enfants juifs ne pouvaient plus fréquenter les écoles. À quelle date est-ce que... En 1941 déjà. À la fin de 1941. À la fin de 1941. Je crois que c'est à ce moment qu'on a fermé les écoles en décembre 1941. En décembre 1941.
Les arrestations de juifs se faisaient de plus en plus nombreuses. Nous allions dans les familles juives pour les persuader de placer leurs enfants afin de ne pas les exposer aux poursuites raciales nazies. Et avec quelle famille vous aviez des contacts, ceux qui étaient affiliés à la solidarité? Non, nous allions nous connaissions des quartiers juifs, Anderlecht, Saint-Gilles, qui étaient fort habités, et là nous allions, nous leur conseillions, nous ne connaissions même pas ces gens-là, mais nous avons voulu faire un travail de documentation, de conseiller, persuader. Donc. Parce qu'au fond, la population ne comprenait pas encore ce qui se passait, ils ne pouvaient pas s'en rendre compte. Mais nous avons compris, en prenant exemple de ce qui se passait en Allemagne en 1933, sous Hitler. Le 2 septembre 1942, à 8 heures du soir, notre quartier de Saint-Gilles, habité par de nombreux juifs, fut encerclé par la horde nazie. Des camions vides attendaient. Mon enfant était déjà placé. Prévenus par une voisine non juive belge, nous sommes restés, mon mari et moi-même, sur le toit de la maison jusqu'à 5 heures du matin. Nous trouvons un moment sur une plateforme d'une autre maison, une dame belge nous a donné du café chaud et nous a dit d'attendre jusqu'au départ des Allemands. Nous avons entendu cette nuit-là crier des enfants, des femmes, des hommes qu'on arrachait de leur lit. Nous avons vu s'éclairer une à une les maisons et amener par la Gestapo des familles entières juives. J'avais décidé de me jeter du toit si les Allemands venaient nous prendre. Au petit jour, les Allemands sont partis, car ces rafles horribles se faisaient la nuit seulement au début. Le matin, nous nous sommes enfuis, terrorisés. Un spectacle terrible se présentait à nos yeux. Les portes dans notre rue avaient été découpées pour pouvoir pénétrer dans les maisons. La population belge se trouvait dans la rue et se tordait les mains de désespoir en voyant ce que les sadiques nazis avaient fait. Nous avons couru voir notre enfant. Le soir, nous avons... Placé en dehors de Bruxelles? Non, il était placé à ce moment à l'orphelinat rationaliste chaussée d'Alzenberg à Bruxelles. C'était le premier endroit qui n'était pas très sûr. Nous l'avons d'ailleurs déplacé à plusieurs reprises. Le soir, nous avons logé dans une chambre louée sous de faux papiers, procurée déjà précédemment par M. Loire, directeur de l'orphelinat rationaliste à Bruxelles. Le choc psychologique avait été si fort que nous étions certains ce soir-là, voyant au loin un projecteur quelconque de notre chambre, que les nazis nous cherchaient, mais rien que nous deux. En mai 1943, notre amie Madame Sarah Gutfreund nous rendait visite, une des membres de Solidarité juive. Elle faisait partie d'un petit groupe s'occupant de placer des enfants juifs dans des familles belges sûres. Elle continuait à chercher des familles juives cachées et plaçait leurs enfants, aidait matériellement ces familles si nécessaires. Ce travail prenant de plus en plus d'ampleur, il fallait un bureau clandestin pour centraliser. Madame Gutfreund me proposa de constituer ce bureau avec la documentation qui existait déjà et dont Madame Yvonne Joschpa et Madame Hébert s'occupaient. À la tête de ce travail se trouvait Monsieur Hébert, membre du Comité national de défense des Juifs. Donc, à la tête de notre travail, section enfance, il était membre du comité de défense des Juifs et représentait la section enfance. En même temps, il était membre de l'AJB. Oui. 8 jours après mon travail, Monsieur et Madame Hébert sont arrêtés par la Gestapo, soupçonnés d'avoir aidé à cacher des enfants juifs, ce qui était vrai. Est-ce qu'il s'agit de l'enlèvement des enfants À ce moment-là, oui, de cet épisode. Donc. C'est à cause de cela qu'on l'a vraiment soupçonné, parce que puisque tout concordait tellement les renseignements, n'est-ce pas, qu'on a compris que c'est lui qui avait fait savoir à la garde, donc aux partisans juifs, oui, qu'il fallait enlever les enfants. Je me suis donc restée vouée à moi-même pour continuer ce travail. À la fin de 1943, 3000 enfants juifs étaient déjà inscrits au bureau, qui s'était développé à un tempo tellement rapide que nous avions dû engager d'autres personnes.
et il était composé à ce moment de 6 personnes. J'étais responsable de ce bureau et il était composé de la façon suivante. 2 femmes belges non juives, Fernande et Pauline, 4 juifs donc, dont monsieur et madame Steinhaus, juifs polonais, monsieur Suffy, juif hollandais, et moi-même. Et ça, c'était un bureau organisé seulement par solidarité, ou bien est-ce que vous travaillez avec encore d'autres groupements juifs à ce moment-là? C'est-à-dire que moi, oui, mon travail consistait donc à recevoir tous les documents, les adresses des enfants placés. Mais comme vous allez voir plus loin, la façon dont le travail se faisait également à l'extérieur et dont j'avais le contact. Chaque matin, nous sortions de la maison comme pour aller à un travail quelconque. Mon mari s'occupait de résistance. Non, j'habitais à Bruxelles dans une habitation cachée, comme j'ai expliqué, oui, n'est-ce pas, avec de faux papiers. Oui. Et là, chaque matin, mon mari et moi-même, nous sortions de la maison comme si on allait à un travail quelconque. Et mon mari s'occupait de résistance contre l'occupant, collé sur le mur de la ville d'Etrach, même en allemand, pour inciter les soldats allemands à cesser leur guerre, collé des papillons sur les bancs des parcs publics et autres. Je me rendais chaque matin, avant d'aller à notre bureau clandestin, à notre bureau extérieur, 59 rue Saint-Bernard à Bruxelles. Une chambre louée par une Belge, mademoiselle Marie, qui savait que nous étions juifs. À tour de rôle, je remettais à 6 femmes juives l'argent et les timbres de ravitaillement pour les enfants cachés à Bruxelles dans des familles non juives belges avec de faux noms. Elle me transmettait ce qui concernait ses enfants, état physique et moral, s'il valait mieux les déplacer, etc. Ce que je transmettais à Madame Yvonne Yoshpa, promotrice de ce travail. Les parents ne connaissaient pas l'endroit où se trouvaient leurs enfants. Au bureau, le travail était devenu titanesque. Le bureau clandestin. Quelle était la raison que vous aviez un bureau extérieur? C'était là que venaient les gens? Oui, le bureau par sécurité. Nous avions un bureau clandestin dont personne de l'extérieur ne devait connaître l'adresse puisque tous les documents se trouvaient centralisés avec ces 6 personnes. Pour l'extérieur, j'allais donc dans ce petit bureau, cette chambre, et là, je transmettais de l'argent, des cartes de ravitaillement, tout ce qu'il fallait pour les enfants placés à Bruxelles. Mais ces personnes à qui je remettais étaient toutes des femmes juives en majorité. Elles ne connaissaient pas l'adresse du bureau central, du bureau clandestin. Elles ne pouvaient pas le connaître par mesure de sécurité. Voilà pourquoi nous avions un second bureau qui a toujours fonctionné. Au bureau, le travail devenait, comme j'ai dit, très ardu. 6 personnes travaillaient 10 heures par jour pour établir les fiches, changer tous les jours les adresses des enfants déplacés par sécurité, tenir un carnet avec de faux noms, des chiffres, des codes. Une seule erreur pouvait changer le cours de l'existence d'un enfant, car il fallait, après la guerre, savoir exactement où les enfants étaient répartis à travers toute la Belgique, dans des instituts laïques, des couvents, des collèges. Nous avons changé au moins 10 fois de local, toujours procuré par M. David Ferdman. Celui-ci, c'est-à-dire lui donner l'argent ou lui trouver la place? Il trouvait la place. Oui. Celui-ci était un membre du comité de défense des Juifs. Il me remettait au bureau clandestin les sommes pour le paiement. La Gestapo cherchait. À chaque transport de Juifs qu'elle envoyait de Malines vers les camps de la mort, il n'y avait pas d'enfants. Où étaient-ils et qui les cachait? Des arrestations nombreuses avaient lieu parmi nos résistants de la section enfance. Ils pouvaient être interrogés, donner des noms sous la torture. À ces moments, il fallait changer de suite de local pour le bureau. À un moment, nous avons le bureau au premier étage au-dessus d'une firme belge, commerciale belge, dont le propriétaire était au courant de notre activité, car loué chez lui. Là travaillait un vieux juif. Un jour, il est arrêté par la Gestapo au bureau des postes. Il téléphone qu'il est pris. À l'instant, nous emballons tous les documents, les mettons en sécurité dans la maison avec l'aide du propriétaire de la firme.
Chacun de nous s'en va de son côté. Après-midi, je téléphone. On me répond, nous avons eu des visites. Le juif arrêté avait demandé à la Gestapo de l'emmener à la firme pour y reprendre des effets personnels. La Gestapo attendait devant la porte à la rue. Il eût suffi que l'un de nous sorte de la maison pour que le bureau soit découvert. Nous avions passé par le trou d'une aiguille. Une autre fois, un jour après notre déménagement de la rue de la Brasserie, la Gestapo a perquisitionné dans une maison à côté de notre bureau, croyant nous y découvrir. Le travail clandestin pour le sauvetage des enfants juifs était une vaste organisation dont les maillons convergeaient vers notre bureau central. Cette résistance cachée, sourde, était menée par une majorité de juifs, avec l'aide de non-juifs contactés par les résistants. Les nazis devenaient enragés de ne pas trouver le centre où se trouvait le document qui aurait pu les aider à découvrir nos enfants et les envoyer à une mort atroce. D'où venaient les enfants juifs que l'on cachait? Deux groupements, Secours Mutuel, Poale Zion, et Solidarité Juive, dont les membres actifs signalaient les enfants à placer. Il y avait Madame Brigitte, non-juive, veuve d'un médecin belge, qui s'occupait de placer les enfants dans des institutions catholiques. Jeanne, assistante sociale juive, les plaçait en province dans des homes laïques. Et Yvonne Yoshpa, assistante sociale, s'occupait des enfants se trouvant à Bruxelles. Je dois aussi rappeler ici le nom de Mademoiselle Nevjean, directrice de l'œuvre nationale de l'enfance, qui nous a aidés beaucoup au sauvetage des enfants juifs en nous indiquant des lieux de placement, des instituts, des homes dont l'œuvre nationale de l'enfance avait la surveillance et le contrôle. Ces adresses, elle les remettait à Yvonne Yoshpa, qui donc s'occupait du placement. Et j'ai lu à Yad Vashem le témoignage de Ida Sterno et de Irène Schmigrod. Est-ce que vous pourriez peut-être me clarifier quels étaient vos contacts avec eux et quelles étaient au juste les différentes sections? Donc, vous avez dit qu'il y avait des enfants à Bruxelles, des enfants en dehors de Bruxelles, etc. Avec Ida Sterno, qui s'appelait Jeanne pendant la guerre, j'avais des contacts au bureau extérieur. Elle ne venait pas au bureau clandestin. Elle s'occupait surtout de placement des enfants dans la province, dans les homes laïques. Elle les surveillait, les déplaçait. Et elle-même avait autour d'elle un groupe de jeunes femmes, juives et non juives, qui, sous sa direction, convoyaient les enfants. Il y a même eu des cas où on a habillé des femmes juives avec l'uniforme de l'œuvre nationale de l'enfance pour pouvoir les déplacer dans différents endroits. Les enfants étaient déplacés très souvent, car on craignait parfois des alertes ou que le voisinage parle. N'est-ce pas? Mon fils même a été déplacé au moins 10 fois également. Il y a eu des alertes assez sérieuses. La Gestapo était venue à côté d'une maison. Je n'ai jamais été d'accord, moi, personnellement, de le placer dans des familles particulières, car je craignais les indiscrétions. J'ai toujours été fort partisan de le placer dans des homes d'enfants mélangés à des enfants non juifs. Et évidemment, il est resté. C'est ainsi que j'ai agi jusqu'à la fin. Et avec Mademoiselle Schmigrod? Schmigrod, je n'ai jamais eu directement de contact. Je savais, j'entendais son nom. Elle se voyait Yvonne Yoshpa, mais je n'ai pas été beaucoup au courant de son genre d'activité. Vous, au fond, vous étiez responsable du bureau administratif du bureau clandestin et vous étiez en rapport avec le bureau extérieur, c'est ça? Oui, oui. Et est-ce qu'il y avait plus de personnes que vous qui étaient en rapport avec le bureau extérieur ou bien c'était seulement vous qui aviez... Mais je crois que je ne me suis pas expliqué clairement au sujet du bureau extérieur. Oui. Le bureau extérieur, ce n'était pas vraiment un bureau où il y avait des documents, où tout était centralisé. C'était simplement une chambre où il n'y avait rien et où les personnes venaient chaque matin et où on remettait des documents l'une à l'autre. Les convoyeuses et celles qui allaient payer à Bruxelles pour les enfants. Là, il n'y avait aucune trace. Nous l'avons appelé bureau extérieur pour le différencier de notre bureau clandestin.
Et c'est là que nous avons très souvent vu d'autres personnes. Lorsque nous avions des rendez-vous, on leur demandait de venir là-bas. Et ce bureau-là aussi dû se déplacer? Jamais. Jamais. Il a toujours Nous été... avons eu une chance extraordinaire parce que c'était une maison où une personne habitait, Mademoiselle Marie, une vieille demoiselle. J'ai entre parenthèses un document avec une photo de cette demoiselle et de cette maison où on en parle et on explique tout ce qui s'est passé à l'occasion d'une réunion après la guerre que nous avons eue avec un certain monsieur Demany. Et à ce moment-là, nous sommes allés là, on a parlé, et il a écrit un article dans un journal après la Libération. Il a donné certains détails. J'ai la photo de cette personne, j'ai la chambre où elle habitait. Et là, on parle, on donne même des noms de quelques personnes. Mon nom, Yvonne Yoshpa et d'Asterno, à qui on fait quelques louanges, enfin, n'est-ce pas? J'ai gardé ce journal. Si cela vous intéresse. Oui, si vous n'y tenez pas, ou si on peut le copier. On peut le copier, ou n'est-ce pas, oui, photographier, c'est très intéressant, justement. Oui. Nous avons, dans ce bureau-là, nous avons une chance extraordinaire. Nous n'avons jamais été inquiétés. À propos de déplacement d'enfants d'un endroit à l'autre, vous avez mentionné le danger d'indiscrétion ou d'alerte. Est-ce qu'il y a aussi eu de votre part une certaine surveillance sur les soins que les enfants recevaient? Est-ce qu'il y a eu des cas où on a dû changer d'adresse des enfants parce que les soins n'étaient pas suffisants Pas très souvent, mais c'était le rôle d'Asterno, donc de s'occuper de voir en même temps l'état physique et moral des enfants, et même dans les instituts, il fallait voir si les enfants étaient bien, malgré c'était la guerre, on ne pouvait pas être difficile. Il y avait des rooms où mon fils était placé à Kiel-de-Sarre, près de la frontière française, dans un grand château, une dame qui avait pris des enfants non-juifs. Il y avait 30 enfants juifs, parmi 60 non-juifs là-bas. Les soins n'étaient pas très bons, les enfants n'étaient pas très propres, la nourriture n'était peut-être pas si bonne. Mais on m'a dit, il valait mieux cela. Il y avait une certaine sécurité que d'avoir un home où les enfants se trouvaient bien et ils n'étaient pas en sécurité. Et est-ce qu'il y a eu à ce moment-là, je demande ça par curiosité parce que peut-être que les circonstances étaient telles qu'il n'y avait pas moyen de faire ça. Est-ce qu'il y a eu quelques efforts à ce moment-là de s'occuper d'une éducation juive ou de soutenir les connaissances juives des enfants? Non, il n'y a pas eu moyen. Au contraire, parce qu'il ne faut pas oublier que parmi les enfants, nous parlons toujours d'enfants, mais il y a eu des jeunes gens, il y avait depuis des bébés, des nourrissons, il y a même eu des jeunes gens de 13, 14, 15 ans qu'on a dû placer dans des collèges, n'est-ce pas? Là, il n'y a vraiment pas. Ce qu'il fallait surtout faire attention, c'est qu'au contraire, on ne le dirige pas dans l'autre sens. D'ailleurs, nous n'avons pas eu de cas de conversion forcée, seulement un seul cas d'un jeune homme qui, après la guerre, n'a pas voulu quitter ses parents adoptifs, soi-disant adoptifs, disant qu'il se considérait comme catholique. La solidarité juive l'a convoqué. On a voulu lui faire entendre raison, quelle était son origine, que nous avons connu ses parents. Il n'y a rien eu à faire et nous l'avons laissé à son destin. C'était le seul cas que nous avons eu. Si vous voulez. Il peut paraître étrange qu'on ait payé pour les enfants placés. Je comprends que les gens ont dû les soigner. Et ça certainement, car les sommes que l'on payait couvraient exactement les frais d'entretien des enfants. Et la plupart des familles belges particulières étaient de conditions assez modestes. Il ne faut pas oublier que c'était la guerre. Personnellement, je pense à autre chose à ce point de vue-là. Je pense, car nous avons eu des demandes de familles non-juives qui voulaient prendre des enfants et ne pas être payés. Mais je crois que cela aurait pu causer un précédent. Si les parents de ces enfants n'étaient pas revenus, ces gens-là auraient pu faire sur nous pression morale en disant qu'ils veulent garder ces enfants, qu'ils les ont élevés comme leurs propres enfants. Et je crois que c'était une bonne chose de payer malgré tout à toutes les choses. On a toujours payé à toutes les institutions et les familles particulières. Ils avaient leur carte d'identité, carte de ravitaillement, fausse carte de ravitaillement. C'est très important ce que vous me dites parce que personne n'a jamais mentionné ça. Mais j'y ai pensé. J'y ai pensé. Mon amie Sarah Goodfriend a été arrêtée en 1943 en même temps que M. Yoshpa pendant une mission concernant notre travail.
Elle est revenue des camps parmi les rares rescapés, je vous l'ai dit. Est-ce que voulez-vous que je vous donne encore certains petits détails personnels? Oui, donnez. J'ai souvent été appréhendée par des gendarmes allemands qui arrêtaient les tramways, les contrôlaient les papiers et tout le reste. L'étoile? Non, Non. Vous sans avez étoile. des faux papiers? Faux papiers, comme j'ai dit au début, Oui. que c'était M. Loire de l'Ordre nationaliste qui nous les avait procurés. Mon mari m'avait confectionné un sac avec un double fond où se trouvaient les papiers compromettants. Pendant ce genre d'alerte, je poussais sous le nez des gendarmes allemands ce sac, ce qui leur donnait confiance. Il ne fallait pas perdre le... Alors, Maintenant, si vous voulez, je peux conclure, n'est-ce pas, je crois. Est-ce que vous voulez encore savoir quelque chose qui vous donne une idée plus ample du travail qui a été fait? vous aviez mentionné que les rafles le 2 septembre 1942 à Saint-Gilles. Oui. Est-ce que vous pourriez me dire quelles étaient vos connaissances de l'activité de l'AJB avant les rafles? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Beaucoup de ces gens-là sont déjà décédés. Ils étaient assez âgés. Et vraiment me rappeler le nom de chacun, je ne pourrais Non, pas juste les noms, mais comment l'AJB a été organisée et quelle a été la réaction des gens de la rue, les juifs de la rue, disons, à l'AJB. Comment est-ce qu'ils ont écouté ce que l'AJB leur a dit ou bien est-ce que... Comme je vous ai dit, d'abord c'était vraiment l'œuvre centrale qui avait donc commencé ce travail social. D'abord, les Juifs avaient été convoqués, soi-disant pour un travail obligatoire, tous les hommes. Ça, c'était le début. Ça, c'était au printemps Au 42. printemps. Mais on avant leur avait ça, dit, il y avait... non, ce n'était pas encore, je ne crois pas que c'était déjà en 42, puisque la première rafle, la plus grave, a été donc commencée le 2 septembre. Non, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont été convoqués avant ça. Les rafles ont commencé en septembre quand les Allemands ont dit que l'AJB ne coopérait pas suffisamment bien, que les gens qui étaient convoqués ne se présentaient pas. Je ne sais pas si vraiment l'AJB ne convoquait pas bien, parce que je vais vous donner un petit aperçu de quelle façon ça s'est passé. D'abord, on a convoqué les gens donc, pour aller au travail obligatoire, les hommes en France. Ils venaient à l'œuvre centrale. Et là, bénévolement, comme je vous ai dit, plusieurs personnes venaient aider. On croyait qu'ils allaient vraiment travailler. On leur donnait des couvertures, on leur donnait quelques aliments pour la route. Et même des membres de Solidarité Juive qui, à ce moment, ont déjà commencé à se cacher. Il y a eu autre chose. Dans notre rue d'Angleterre où j'habitais, à Saint-Gilles, toute la rue, presque toute la rue était habitée par des Juifs. Alors, systématiquement, nous recevions des convocations pour aller se présenter déjà à ce moment, toute la famille à Malines avec un sac pour aller travailler. J'ai vu les membres de Solidarité Juive nous ont conseillé de ne pas nous présenter à Malines et de se cacher déjà à ce moment et de ne pas retourner dans l'habitation officielle. Quel moment était ça? Ça c'était avant 42, au moment avant 42, avant les rafles de septembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis même allée, moi, à l'œuvre centrale, pour des amis qui devaient se cacher, qui n'avaient pas les moyens, avec leur convocation des Allemands. Je disais à l'œuvre centrale que ces gens avaient besoin de couverture pour partir à Malines, mais réellement, ce n'était pas pour partir à Malines. Je leur donnais, et de cette façon, ils avaient les premiers vêtements et ce qu'il fallait. L'œuvre centrale, c'est donc là où vous avez travaillé? C'est ça. C'était avant la guerre Avant Ezra. la création de l'AJB. Mais après, c'est AJB qui a pris la centrale comme partie de mais on n'a plus donné de nom de centrale. La centrale était dissoute, mais quelques membres de la centrale ont fait donc partie de l'AJB. Oui. J'ai même rencontré un jeune monsieur de l'œuvre centrale que je connaissais et qui m'a dit personnellement à la rue, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne viennent pas aux convocations. C'est nous qui allons payer pour tout cela. Quelqu'un qui travaillait à l'AJB. À l'AJB, monsieur me l'a dit. Évidemment, les convocations, on n'attendait plus les convocations. Les gens déménageaient déjà et allaient se cacher. Je n'ai pas reçu de convocation.
jusqu'à la rafle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je ne crois pas qu'on ait reproché à l'AJB de ne pas travailler convenablement. Il y a eu un groupement... Les Allemands? Les Allemands n'ont pas reproché. Je vais vous dire ce qui est arrivé. À un certain moment, comme les convocations n'arrivaient pas assez vite, on a demandé à quelques jeunes gens... Les gens convoqués. Comment? Quand les gens convoqués ne venaient pas assez vite. On ne venait pas. Oui. Alors, pour être certain que ces gens-là recevraient la convocation, on a demandé à un groupe de jeunes gens belges qui travaillaient à l'AJB et d'autres qu'ils doivent porter ces convocations à demeure et le donner en main propre. Dans notre quartier, qui était vraiment un quartier surpeuplé, qui était un quartier juif, tout un quartier, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens commençaient à comprendre ce que l'AJB leur faisait. Quand un jeune homme venait, on le battait et on déchirait la convocation. Les jeunes gens n'osaient plus aller porter la convocation parce qu'ils avaient des déboires. Alors, comme les Allemands ont vu que la population juive, c'était la population juive qui se révoltait. Oui. J'ai même dit à un jeune homme, il est venu chez moi, je lui ai dit, est-ce que tu comprends le travail que tu fais? Est-ce que tu sais ce que tu fais en allant porter ces convocations? Tu fais le jeu des Allemands, il ne faut pas. Il a dit, je vais refuser. On m'a proposé, je vais refuser le travail. Il a refusé, il a eu peur. Voilà, donc je crois que c'est une des raisons pour lesquelles les Allemands, voyant que ça n'allait pas assez vite, qu'on leur mettait les bâtons dans les roues et qu'ils ont agi de cette façon. Ils ont commencé par une rafle en Anvers, si vous vous rappelez, avant la nôtre, puis chez nous et puis à Saint-Gilles. Et votre mari, avec quel groupe de résistants est-ce qu'il a travaillé? Et il était contacté par le groupement de solidarité juive, mais je crois que c'était en commun avec le groupement belge. Mais il avait le contact toujours avec des juifs, toujours avec des jeunes gens juifs et avec des femmes juives. Il se considérait comme un résistant contre l'occupant général. Mais il avait aussi des contacts avec le comité de défense des Juifs? Pas du tout, non, aucun rapport avec son travail. Je dois dire que personnellement, j'ai considéré pour ce travail, quand j'ai été contactée pour le travail clandestin, vous avez remarqué de quelle façon j'ai été amenée petit à petit par un petit groupement, etc. Et alors j'ai compris ce qu'il fallait faire. D'abord, j'ai trouvé qu'il fallait sauver les enfants juifs, les nôtres. Mais je me suis dit que nous-mêmes, nous faisons tout de même partie, c'est une sorte de chaîne avec la résistance non-juive belge dans le pays. C'était une aide, mais vraiment délimitée, n'est-ce pas? C'était tout à fait à part. D'ailleurs, pour ça. Je voulais encore vous demander une question qui, au fond, se rapporte à mon autre recherche, mais vous aviez mentionné quelque chose à ce sujet quand je vous ai vu à Jérusalem. Et c'était au sujet d'enfants d'Allemagne qui ont été sauvés en Belgique avant la guerre. Est-ce que vous vous rappelez quelque chose? Je dois vous dire que je ne suis pas vraiment au courant. Je sais que j'ai connu le cas en 1934, donc de 3 enfants juifs allemands qui avaient été amenés donc avec le train. Les parents les avaient mis en Allemagne sur le train. Ils étaient venus en Belgique. Ils étaient placés chez une femme non juive. Et qui est-ce qui s'est occupé d'eux quand ils sont arrivés en Belgique? Je crois qu'il y avait un certain comité qui s'occupait des juifs allemands à ce moment-là. J'ai oublié le nom. Mais pour d'autres enfants, je ne suis pas du tout au courant. Parce que je sais qu'en 1938, après le Kristallnacht, après ce qui s'est passé, les pogroms en novembre 1938, alors il y a plusieurs centaines d'enfants qui ont été envoyés en Belgique. Seulement, je ne sais pas grand-chose au sujet de ce qui s'est occupé d'eux et ce qui en est arrivé. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas le nom de cet organisme, mais il y a déjà... Et votre comité ESRA ne s'occupait pas de ça? Quand j'ai travaillé à l'ESRA, donc j'ai travaillé là jusqu'au début de la guerre, j'ai travaillé pendant 9 ans, oui. En 1933, nous avons vu affluer beaucoup d'adultes qui venaient d'Allemagne et que nous avons aidés ou à rester en Belgique ou bien à les amener plus loin dans d'autres endroits. Ça, nous avons assisté à cette affluence. Oui, mais d'enfants non accompagnés qui sont venus en groupe? Chez nous, nous n'avons
pas vu. Je sais, j'ai connu des réfugiés viennois qui venaient chez nous et ils avaient leur comité à eux et ils avaient leur local, ils se réunissaient entre eux, donc on s'occupait d'eux. Je ne sais pas ce que c'était. J'ai voulu un peu terminer avec quelques petites choses, comme je ne sais pas, si vous... Est-ce que vous-même, vous aviez quelques contacts avec le gouvernement ou avec certaines administrations communales ou autres dans votre travail? Officielles, pas précisément, mais avec l'œuvre nationale de l'enfance, je suis allée. J'ai eu un contact assez permanent avec un certain monsieur Sack, qui était directeur des colonies à l'œuvre nationale de l'enfance. Oui, les colonies de vacances, c'était ou De vacances, ils avaient des colonies de vacances là-bas. Et il s'était mis bénévolement à notre disposition, quand j'étais encore seule au bureau, comme je ne parvenais pas à terminer, à m'aider dans le travail administratif. Il venait le soir, après son travail, et il m'aidait à écrire, à faire tenir la comptabilité. Il l'a fait assez longtemps. Oui, ça me rappelle, je voulais vous demander, d'où aviez-vous des fonds pour financer tout ce travail? Vous avez mentionné que vous avez insisté de payer pour tous les enfants. Je dois vous dire, la seule chose que je peux dire, et que je sais, je ne peux pas dire ce que je ne sais pas, c'est que M. Ferdinand apportait au bureau de très fortes sommes, de très grosses sommes, parce qu'il fallait payer par mois 500 francs pour certains enfants par mois, d'autres 1000 francs. Chez moi, il apportait les sommes pour les enfants de Bruxelles, comme moi j'avais le contact avec les femmes de Bruxelles, qui allaient voir les familles de Bruxelles. En ce qui concerne les colonies, ceci s'est passé à l'extérieur avec... Nous avions, pour les homes et les autres paiements, c'était Ida Sterno et c'est Madame Brigitte, dont je vous ai parlé, qui allait faire les paiements. Cela ne passait pas directement chez nous. Mais c'était Monsieur Ferdinand. Lui donnait à vous pour Bruxelles et donnait à quelqu'un d'autre pour ceux qui étaient en province. Il avait été question, mais je ne sais pas si c'est vrai, que cet argent était déboursé ici en Belgique et que par le truchement est de l'Amérique, que c'était envoyé et remboursé en Suisse, que l'argent allait en Suisse. Je ne peux pas préciser si c'est exact, mais voilà ce que j'avais entendu à ce moment-là. Parce que je pense que pendant la guerre, il n'y avait pas moyen de transférer de l'argent de l'étranger. Donc il y avait ici certaines personnes qui déboursaient. Qui étaient ces personnes? Je ne le sais pas. D'ailleurs, il s'agissait là de millions, puisqu'il fallait aider des adultes. Il y avait dans le comité de défense des Juifs une section pour l'aide aux adultes, qui était cachée. Là aussi, il fallait de l'argent. Et toutes sortes d'autres aides aussi. Bon. Je vais vous demander si vous avez encore quelques remarques, et puis si monsieur veut me raconter un petit peu sur ce que lui a fait dans la résistance, s'il est d'accord. Bon. Vous aviez encore quelques remarques que vous vouliez faire pour terminer? Est-ce qu'il y a eu quelques difficultés particulièrement que vous avez rencontrées? Est-ce qu'il y avait certaines choses qui vous rendaient le travail particulièrement difficile, à part la menace des nazis? Donc, la population belge, d'habitude, était très prête à aider, si je comprends bien. Je n'ai pas vu. À quel point de vue voulez-vous savoir? Quel genre de difficulté? N'importe quelle difficulté. Dans le travail? Oui. Est-ce qu'il y avait des frictions avec d'autres groupes? Est-ce qu'il y avait de la mauvaise volonté? Est-ce que pas suffisamment de gens pour faire le travail? Enfin, les difficultés qui existaient dans le travail administratif étaient tout d'abord que c'était un travail clandestin. Oui. Et les contacts, l'extérieur et l'intérieur, tout était vraiment caché, tout était... Rien ne se faisait au grand jour. Alors là, il fallait faire fort attention. On était parfois énervés. On avait donné un renseignement d'un enfant déplacé là, et puis il fallait voir si c'était exact. C'était très difficile. Je dois dire que ce n'était pas comme un travail habituel administratif où on faisait des inscriptions et des comptes. C'était tout à fait. Seulement, au bureau, nous avions très bien tout organisé. Chacun a fait son travail déterminé. Il n'y avait pas... Entre nous, le travail
coordonnait très bien. Je n'ai pas eu de difficulté. Et est-ce que des gens qui cachaient des enfants juifs, s'ils étaient attrapés par la Gestapo, est-ce qu'ils étaient déportés, est-ce qu'ils étaient punis? Non, pas du tout. Je n'ai pas entendu à Bruxelles et dans d'autres villes des cas où les Allemands ont déporté des non-juifs parce qu'ils avaient caché des enfants. Je vous demande ça parce que pour comparer avec d'autres pays. Mais parce oui, que, il n'y a pas eu. Donc les gens, est-ce qu'ils étaient vraiment en danger quand ils faisaient cette aide aux enfants juifs? Ou quel danger est-ce qu'ils couraient, disons? Le danger qu'on vienne prendre les enfants, Oui. C'était tout. C'était tout. Que les enfants Donc soient c'était le déportés. danger pour les enfants, mais les C'est le personnes danger. elles-mêmes... Évidemment, ces personnes sentaient qu'elles faisaient un travail qui n'était pas très officiel. Elles savaient qu'elles faisaient quelque chose contre les Allemands. Bon, mais je pense que c'était leur volonté de faire quelque chose contre les Certainement, Allemands qui les certainement, poussait à... certainement. Nous avons senti une bonne solidarité de la population belge, une grande partie. Nous étions même parfois avertis par des juifs non belges d'être prudents vis-à-vis d'autres. Vous voulez dire des Belges non juifs? Des Belges non juifs. Oui. D'être prudents vis-à-vis d'autres Belges non juifs qui eux collaboraient. On nous prévenait même parfois. Est-ce que vous avez eu des difficultés, des gens qui ont masserou, comme on dit, Qui ont dénoncé? Il y a eu des dénonciateurs d'enfants? Il n'y a pas eu de dénonciation d'enfants que je sache. La première fois, on a déporté 7 ou 8 enfants d'une dame particulière qui les gardait. Ces enfants, il y en a parmi eux de ma famille, une petite fille de 4 ans qui n'est pas revenue. Ça, c'était la première rafle. Ça, c'était pour effrayer, évidemment, pour qu'on ne continue pas à placer les enfants. Est-ce que vous avez aussi passé des enfants en Suisse dans votre travail? Il y a eu quelques enfants qui sont passés au début, mais comme malheureusement, il y a eu un cas où on a attrapé un enfant, 2 enfants, alors nous n'avons pas continué, on n'a pas osé le faire, mais parce que la plupart du temps, c'était déjà des garçonnets de 12, 13 ans. On avait même proposé pour mon fils aussi, mais un moment avant, vous avez trouvé qu'il était préférable de les cacher en Belgique. Cacher en Belgique. Bon, si vous avez encore quelque chose à... Mais écoutez, je ne sais pas, je crois que c'est un peu plus personnel, quelque chose que je vous dis Bon, concernant ma fin, donc, la situation de ma famille, ce qui s'est passé un peu avec ma famille en Belgique. Et je dis que nous sommes maintenant en 1966. Et je revois ces enfants qui sont devenus des hommes et des femmes, ici, en Belgique. Mon fils est âgé de 33 ans. Il a fait des études universitaires, il a 2 enfants. Et pour conclure, je ne voudrais pas que de telles horreurs se représentent. Je dois dire aussi que je suis très fière d'avoir contribué au sauvetage des enfants juifs. J'ai perdu en Belgique 40 membres de ma famille, dont 2 frères mariés avec leur petite fille de 4 ans. Et nous ne pouvons oublier, nous devons être vigilants afin que la bête nazie ne se réveille à nouveau. C'est ce que je voulais dire. Bon, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir collaboré parce que vous m'avez donné quelques informations que je n'avais vraiment pas auparavant. Ouais. Et nous vous enverrons ça pour vos corrections ou s'il y a encore des questions, des additions à faire. Mais je voudrais vous demander, est-ce que vous avez vraiment maintenant une vue un peu d'ensemble de la façon dont le travail s'est fait ici en Belgique? Oui, je crois qu'il y a seulement une question peut-être qui n'est pas tout à fait claire. Vous avez parlé du groupe Coalition et Solidarité qui amenait des enfants pour être placés. Non, à un moment donné, vous avez dit que vous êtes allé de famille en famille à Saint-Gilles pour amener des enfants. Par exemple, des personnes qui appartenaient ou bien, disons, au groupe Mizrahi, au groupe plus religieux, ou bien des gens qui n'étaient même pas organisés dans un groupement juif. Est-ce qu'ils connaissaient votre adresse? Est-ce que vous les serviez aussi? Ou bien est-ce qu'il y avait d'autres groupes qui s'occupaient de ça aussi? Je voudrais savoir
Quel rayonnement avait votre travail dans le Oui, groupe? voilà, au début, lorsque j'ai dit qu'on allait voir les familles, c'était tout à fait au début quand les rafles ont commencé. C'était vraiment un tout petit noyau qui se formait. Et je crois que cela a dû faire beaucoup de bien, puisque l'une personne donc, transmettait à l'autre ce que nous avions demandé. Ce que j'ai voulu expliquer, c'est que les deux groupements n'apportaient pas les enfants. Eux visitaient, prenons pour Arletty, on avait des membres à eux, des membres actifs qui connaissaient et qui, eux, allaient aussi dans des familles sans distinction de groupement ni de croyants, donc si c'était des Mizrahi ou non-croyants. Ici, il n'y a aucune distinction. Mais seulement, j'ai voulu appuyer que moi, j'ai connu ces deux groupements-là qui sont occupés activement. Puisqu'il y avait même, prenons pour le Poiletien, il y avait Madame Werber qui avait le contact principal. Pour Solidarité Juive, il y avait Marie, n'est-ce pas? Elle avait le contact et elle venait parfois chez moi au bureau extérieur et me donnait un groupe d'enfants qu'il fallait placer et qu'elle trouvait, donc il fallait faire quelque chose. Vous voyez comment tout se centralisait dans cette façon. C'était donc de bouche en oreille, donc l'un racontait à l'autre. Personne ne savait où s'adresser, puisque toutes ces personnes qui travaillaient elles-mêmes étaient des personnes cachées. Personne ne portait l'étoile, personne ne pouvait savoir de l'une de l'autre. C'était donc. Vous pourriez me dire est-ce que vous avez une idée générale de combien de gens ont été actifs, disons, tout le bureau et les placeuses et les convoyeuses et les payeuses? Est-ce que vous avez une idée de combien de gens? À mon avis, tout de même une trentaine de personnes, sauf peut-être celles que je ne connaissais pas et qui faisaient encore un plus grand rayonnement. Bon, parce que parfois on a une autre idée de l'envergure quand on sait combien de personnes évidemment, évidemment. Il y avait donc des gens aussi qui voyageaient en province pour amener les enfants qui revenaient, qui étaient vraiment en danger, qui étaient sur les routes. Qui étaient tout le temps en danger, tout le temps. Et des gens de votre travail qui ont été arrêtés par la Gestapo, ils ont été déportés, je suppose. Il y en a qui ont été déportés, il y en a qui sont revenus. Une personne a été arrêtée, dénoncée vraiment, par une personne qui gardait un enfant. Elle avait dénoncé un homme, un dénonciateur belge, non juif, qui travaillait pour son compte personnel et amenait qui il pouvait à la Gestapo. Alors elle est venue chez moi, elle s'appelait Joséphine, c'était une juive. Elle dit, écoute, j'ai un peu peur d'aller payer là-bas. Je n'ose plus y aller puisqu'on m'a dit qu'elle a quelqu'un, qu'elle fraye avec un dénonciateur. Alors je lui ai dit, écoute, tu ne vas pas à des jours réguliers et à des heures régulières. Viens chaque fois à d'autres moments. Elle l'a fait, mais le bonhomme l'attendait à la rue. Ce que je vous raconte, je le sais parce qu'elle est revenue du camp. C'est après la guerre qu'elle m'a raconté les détails. Elle avait en poche une dizaine d'adresses d'enfants juifs, donc, et de l'argent, où elle devait encore aller. Le bonhomme l'a attrapée à la rue et l'a emmenée de force. Il a voulu la faire monter sur un tram. Elle a commencé à crier, à appeler, à se démener. Il ne savait que faire. Il a voulu téléphoner à la Gestapo pour qu'on vienne la chercher. Et en attendant, il l'a fait entrer dans un café quelconque et elle attendait là. À ce moment, il y avait un agent de police belge qui se trouvait dans ce café et elle était là. Alors elle lui a demandé, elle s'est approchée, elle lui a expliqué, elle a dit écoutez, on va m'arrêter, c'est un dénonciateur, je ne sais rien faire, il est occupé à téléphoner, si je m'enfuis, il peut m'abattre. Voulez-vous prendre ses adresses et les faire parvenir là et là? Et c'est ce qui est arrivé. Elle a été prise comme juive, on n'a rien trouvé sur elle, parce qu'elle aurait très bien pu parler et dire comment tout se passait. Elle ne faisait pas partie de notre bureau central, mais c'était une des convoyeuses. Et elle est revenue du camp, elle nous a raconté. Et cet argent de police belge a fait parvenir donc à une adresse qu'elle avait donnée et c'est revenu au bureau. Tout le paquet est revenu intact au bureau. Voilà. Formidable. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées, mais je m'imagine qu'il y a tant de... Évidemment, nous aussi, nous étions constamment en alerte. Nous étions cachés au-dessus d'un garage où il y avait des voitures allemandes et des soldats allemands qui venaient. C'était la meilleure cachette. À quel
Le paiement pour les enfants se faisait mensuellement? Mensuellement. Donc c'était chaque mois qu'on devait aller Chaque faire, mois qu'il fallait aller, remettre, payer, et donner les lettres timbres de train. ravitaillement. Oui. Un jour, je suis allée, mon fils était déjà 6 mois à Cul-de-Serre, au bout du près de la frontière. On m'avait apporté des photos pour voir comment il était, etc. J'avais tellement envie de le voir. Alors, Madame Brigitte, dont je vous ai parlé, me dit, bon, ça va, cette fois-ci, vous irez payer pour les enfants. Madame Brigitte, c'était son vrai nom? Non, c'était Madame Mons, une juive, une non-juive, belge. Elle était une femme très bien, c'était une veuve d'un médecin belge. Elle me dit, bon, eh bien, alors vous irez payer à ma place avec les 30 cartes de ravitaillement, fausses ravitaillement, 30 000 francs, payez 1000 francs par mois. Et vous irez là-bas, qu'ils le savent. Vous prendrez le train jusque Mons, et de Mons, un petit train aussi, ou à pied jusque-là. J'ai risqué. Dans mon double fond, j'ai pris tous ces papiers. D'ailleurs, je faisais l'effet d'être une femme à journée avec un sac, comme si j'allais à un travail, n'importe quoi. Et je suis arrivée à Cul-de-Serre. Elle m'a très bien reçu, la directrice. Elle m'a donné un très bon dîner. Et j'ai logé là-bas, mais en dehors du château, parce qu'elle craignait donc pour les autres enfants. On m'a amené pendant la nuit un paysan avec une lanterne dans une petite maison à la campagne. Et même, mon fils est venu avec moi, parce qu'il avait 10 ans, ce n'était pas si grave, il pouvait loger avec moi. Je l'ai regardé, il marchait avec des sabots, sans bas, sans chaussettes. Et je lui ai dit, tiens, est-ce que tu n'as pas mal? Tu n'as pas mal, maman, ce n'est rien, je suis habituée. D'ailleurs, j'ai gardé ces sabots, je les ai. Nous sommes arrivés là-bas et j'avais un sac où mon mari avait fait de petites pâtisseries. Il a fureté dans mon sac, il a dit, qu'as-tu de bon ici? Il s'est déshabillé et je le regarde. Il a une éruption sur tout le corps. Je ne savais même pas ce que c'était. Je dis, mais enfin, Willy, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Il dit, ce n'est rien, maman, tous les enfants chez nous ont ça. Je n'ai rien dit. Le lendemain, c'était donc jour de visite des enfants non juifs. Je ne sais pas s'il ne faut pas couper. Non, ça va. Et j'ai fait la remarque à la directrice. Je ne sais pas ce que c'est, ce qu'ils ont, des éruptions. Ils doivent... Elle me dit, écoutez, madame, c'est la guerre et je ne peux pas faire autrement. Elle m'a donné à dîner, c'est ce que je voulais raconter. Et mon fils est amené chez moi avec une queue d'un rançon dans la main qu'il suçait. Il a regardé ce que je mangeais. On m'avait donné un dîner, je lui ai donné. Je dis, qu'est-ce que tu manges? J'ai dit, oh, tu sais, on mange tous les jours ceci. Et j'ai fait la remarque à la directrice, je dis, mon fils m'a dit qu'il mange tous les jours des rançons, est-ce que c'est bon? Elle dit, madame, cela contient beaucoup de phosphore et c'est très fortifiant pour les enfants. C'est tout ce que j'ai pu en sortir. Je suis rentrée. Les enfants juifs qui étaient placés là-bas ont appris très vite qu'il y avait une mère d'un enfant juif qui était venu là-bas. Il y avait un grand parc. Et le soir, quand il faisait sombre, ils sont venus tous se mettre autour de moi, très tranquillement. La directrice était au courant. Et chacun me posait des questions, ce qui se passait à Bruxelles. Il y en avait dont je savais que les parents étaient déjà déportés. Un autre voulait partir de ses propres moyens à Bruxelles pour voir ce qui se passait. Quel âge avait-il? Il avait 12-13 ans. Après, je suis rentrée, saine et sauve, rien eu. Et quand j'ai vu M. Sack au bureau, j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur. J'ai dit, je ne peux pas oublier ces gosses qui se trouvaient autour de moi. Comment peut-on les laisser d'abord dans une saleté repoussante et comment elles sont... Alors il m'a dit, René, il vaut mieux, parce que madame, je ne sais pas, Van Hal, c'est une femme de tête, quand même des Allemands viennent contrôler pour autre chose, elle ne perd pas le contrôle de soi-même, les enfants sont en sécurité, vous devez choisir l'un ou l'autre. Alors j'ai compris, et je n'ai plus rien dit à ce moment-là. Des histoires comme ça. Il y a eu toutes sortes de choses, évidemment, qui se sont passées aussi. Bon, et madame a mentionné que vous avez travaillé comme assistant, que vous avez collé des papillons sur des maisons, sur les banques publiques et des choses de ce genre-là. Est-ce que vous pourriez un peu me dire avec qui vous étiez en rapport et quelle a été votre activité pendant la guerre? Monsieur Koch, je ne vous ai pas présenté. Et voilà, j'ai été dans une organisation qui s'appelait Groupe des combats. Nous nous sommes préparés de faire la guerre aux Allemands
quand ils vont sortir, parce que c'était déjà la fin, et dès qu'ils vont sortir, nous allons les arrêter et on va se battre avec eux. Nous avons appris à tirer avec des revolvers, simplement comme ça. Ça avait quelque chose avec la 9e brigade Non, ça n'avait rien à voir. C'était des groupes de combat qui s'appelaient. Et je ne connaissais même pas les gens avec qui j'étais, pour dire la vérité. Je savais que tel et tel jour, je vais avoir un paquet, telle et telle heure, et je dois l'accepter. Et quand je verrai, je dois et directement, on m'a donné un autre rendez-vous. Une autre personne va venir, tel et tel jour, telle et telle heure. Pas la même personne. Et je devais, donc, quand j'ai ouvert ce paquet, il y avait des papillons, des brochures, des histoires. Pendant la journée, je les ai distribués dans le parc de Saint-Gilles en vitesse. Ça durait peut-être un quart d'heure. Tous les bancs étaient remplis avec toutes ces histoires-là. Et les Belges, vous voyez, la plupart, les Allemands ne sont pas venus dans le parc. Ils avaient peur. Je ne sais pas pourquoi. Ils avaient peur d'aller parce qu'il n'y avait pas de route pour venir avec voiture. Vous comprenez? C'était comme ça. Alors, ils n'osaient pas quand même s'approcher. J'ai fait mon travail en vitesse. Vous aussi, vous aviez de faux papiers, vous ne portiez pas l'étoile? Oui, non, je ne portais jamais l'étoile. J'ai toujours porté... J'avais une carte d'identité fausse, en fait, comme tous les résistants. Jusqu'à la semaine prochaine, je devais attendre, telle et telle heure, est venue une personne et il savait que je vais tenir dans ma main quelque chose. Et nous nous sommes donné des signes comme ça. Hein, il me dit, ah, c'est toi, Charles? Moi, je m'appelais Charles pendant la guerre. Oui, c'est moi. Il dit, voilà, écoute, on devait distribuer plusieurs paquets, je n'ai pas trouvé les autres. Tu dois le faire toi-même. Il m'a donné plein de paquets. Malheureusement, j'ai été obligé de le faire, malgré que c'était dangereux. Voilà. Et vous faisiez ça pendant la journée, pas pendant la nuit? Toujours pendant la journée. C'était le meilleur travail, pendant la journée. J'ai même collé à côté de l'hôpital. Il y avait un petit hôpital à côté de nous, l'hôpital... j'ai oublié comment ça s'appelle. C'était un hôpital pour les Allemands. Et devant l'hôpital, comme ça. Et collé sur le mur, ça durait une seconde et j'étais déjà parti. C'est à quelle période de la guerre que vous avez fait? C'était déjà à la fin de la... Donc je veux dire que la fin approchait. Donc en 1944, en 1944 en été, certainement. Et auparavant, vous aviez aussi fait quelque chose avec j'ai toujours fait ce genre de travail. Donc on a apporté des journaux aux gens. Évidemment, je n'ai pas fait la résistance avec des armes au début. Non, je comprends. Évidemment. Mais on a distribué, on a donné n'importe qui un journal de la résistance et et puis il y avait encore quelque chose. Nous, on était obligés par notre groupement d'aller voir s'il n'y a pas des camarades, des juifs, qui ne sont pas dans la nécessité pour leur apporter d'aide. Il y avait parfois des rendez-vous à un cimetière. C'était un rapport aussi avec la solidarité qui s'occupait d'adultes ou c'était le comité de défense des juifs? Non, ça c'était un groupement, c'était un simple groupement qui s'appelait les groupes de combat. Oui. Autonome, il n'avait rien à faire avec le comité de défense des juifs? Et je vais vous dire, la vérité, je ne savais pas d'où ça vient. Je savais seulement que c'est contre les Allemands. C'était même pas non, c'était pas des non-juifs. Non, mais la plupart, on était en contact avec les juifs. La plupart, parce que comme ça, on était sûr, n'est-ce pas, de savoir avec qui on a affaire. Une fois, j'ai eu un Belge qui est venu. Il m'a regardé, il riait, il a dit, ça y est, c'est lui qui doit avoir contact avec moi. C'est comme ça que ça... Et vous avez continué à travailler pendant la guerre dans la maroquinerie ou Non, on n'a pas travaillé. Non. Nous avons mangé tout ce qu'on avait. Oui. On a vendu beaucoup de choses. Oui. J'ai donné même à un monsieur très bien qui travaillait dans une banque, il lui a donné une bague, il lui a donné des dollars. Il dit, allez, changez-moi ça, monsieur Gaudry, parce que j'ai besoin de ça pour vivre. C'était des braves gens. Bon, merci beaucoup. Ouais.